j'y passerai assez rapidement parce que il me semble que c'est quelque chose que vous maîtrisez bien, puisque je m'adresse essentiellement à des inspecteurs et à des formateurs CFI, CPR. Où en est la pédagogie de l'intégration dans le monde et les défis d'aujourd'hui et de demain. En ce qui concerne les enjeux de l'éducation aujourd'hui, il faut se dire qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, les systèmes éducatifs s'engagent, de mon point de vue, vers la pire combinaison qui soit. Ils sont de plus en plus uniformisants et de plus en plus inéquitables. Autant on a connu des systèmes éducatifs uniformisants, prenez par exemple les systèmes éducatifs des pays communistes, ou des systèmes éducatifs dans des pays à forte composante nationaliste. Ces systèmes étaient peut-être uniformisants, mais au moins ils étaient équitables. Ils visaient à développer une éducation de qualité pour l'ensemble des élèves du pays. Autant aujourd'hui, les systèmes dans cette vague, si vous voulez, de la mondialisation, les systèmes ont gardé, bien sûr sous des formes différentes, cette uniformisation, mais en plus, les systèmes deviennent de plus en plus inéquitables, et je vous expliquerai tout à l'heure quels sont les mécanismes qui font que ces systèmes deviennent de plus en plus inéquitables, malgré la bonne volonté de certains. Actuellement, le modèle dominant est celui de l'approche par les standards. C'est un système qui est dérivé de la pédagogie par objectif, qui s'en écarte certes un petit peu, mais qui est dérivé du système de la pédagogie par objectif. Basé essentiellement sur le principe de l'employabilité, de ce lien entre école et emploi, ce qui est une excellente chose, au départ en tout cas. Il réussit à bien travailler sur le concret, sur l'évaluable. Ça, c'est incontestable que l'école a progressé dans cette dimension de l'évaluabilité. Mais il fait l'impasse sur le complexe. Il présente trois limites majeures. Premièrement, poussé par des motivations marchandes, il est uniformisant et aliénant. Il retire à l'individu sa propre disposition de lui-même. Je suis allé jeudi dernier assister à une conférence qui était animée par deux comment appelle-t-on ça, des agrobiologistes français qui travaillent sur la notion de qualité de la terre. Et donc, c'était vraiment très intéressant, et qui montre en quoi, depuis 50 ans, les terres de la planète sont en train de mourir. D'une part, par l'érosion qui draine des millions et des millions de tonnes par an de cette terre fertile dans les océans, et d'autre part, parce qu'à force d'arroser les champs avec des engrais, des pesticides, etc., les champs perdent les terres perdent toute leur qualité biologique nécessaire pour pouvoir semer et pour pouvoir cultiver des céréales, des légumes, etc. Vous savez qu'actuellement, c'est une situation très préoccupante à l'échelle mondiale. Vous savez qu'on arrive dans les années où les terres cultivables n'arrivent plus à être suffisamment vivantes pour faire pousser des céréales en suffisance pour les habitants de la planète. Et donc on arrive véritablement à une situation excessivement préoccupante. Tout ça poussé par quoi? Poussé dans les années 60, dans les années 70. Et tout ça, ce sont des phénomènes qui ne font que se développer ces dernières années, poussés par des motivations marchandes, de tous ces marchands d'engrais, etc., qui veulent
qui ont voulu modifier le cours naturel des choses, le fonctionnement naturel de la Terre, et qui tuent progressivement tous les sols, hein, à des fins de profit. Et en même temps, ce qui est grave, c'est qu'en 50 ans, nous avons perdu la connaissance des sols. Nous avons perdu la connaissance de la manière dont un sol se renourrit, dont un sol, par exemple, transforme certaines substances en humus, etc. Nous avons perdu tout ça, puisque en 50 ans, il faudrait qu'on interroge nos grands-parents, voire même nos arrière-grands-parents, qui, malheureusement, pour la plupart, ne sont plus de ce monde. Et donc, c'est tout un pan de la connaissance actuellement qui est en train de disparaître. Et à mon sens, dans quelques années, on risque d'être obligé de réintroduire des cours de base en agriculture durable, au même titre que des cours qui visent à développer des compétences de lecture, d'écriture ou des compétences en mathématiques. Parce que tellement ça va devenir nécessaire que chacun réapprenne à se réapproprier la culture d'une terre et de pouvoir continuer à rendre une terre vivante pour pouvoir nourrir la communauté locale. Enfin, c'est pas que chacun va devoir s'y mettre, mais c'est une connaissance que toute communauté locale va devoir se réapproprier dans les années à venir. Et je pense qu'on va avoir des changements qui seront assez importants à ce niveau-là. Deuxième limite, il est profondément inéquitable. Il vise à ne former qu'une élite hautement qualifiée et à rendre les autres dépendants de l'élite. Nous vivons sur un mensonge. Que nous disent les organismes internationaux aujourd'hui? Que nous dit le FMI? Il nous dit, si, à vous les jeunes, si vous voulez obtenir un emploi qualifié, essayez de pousser vos études le plus loin possible. Et c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, mais on ne tient pas compte d'un facteur là-dedans, c'est le facteur de la saturation du marché de l'emploi. Depuis la crise de 2008, le BIT estime que dans le monde, on a perdu des dizaines de millions d'emplois. 40 millions au moins, voire même 80 ou 100 millions d'emplois qui ont été perdus dans la crise de 2008, de fin 2008-2009, et qui sont des emplois qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, malgré que l'économie commence plus ou moins à redémarrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en poussant tous les jeunes à des hauts niveaux de qualification, le système sait bien qu'on ne pourra pas procurer des emplois hautement qualifiés à tout le monde. Et donc forcément, ce type de raisonnement pousse les jeunes à essayer de devenir le meilleur, à dépasser les autres, mais tous les jeunes sont loin de pouvoir obtenir un emploi. Et donc, ce raisonnement, même s'il est vrai partiellement, est un raisonnement dangereux parce qu'il cache l'essentiel de la vérité. Et donc, il faut analyser les choses beaucoup plus loin que la manière dont on nous la présente généralement, selon des discours simplificateurs. Troisièmement, il tend à manquer de profondeur. Et ça, c'est un phénomène qui est inquiétant également et qui est lié notamment à l'augmentation des savoirs disponibles sur la planète. Hier, l'école, il y avait, si on représente les acquis des élèves par un arbre, avec le feuillage qui représente les acquis de surface, les connaissances, les savoir-faire, etc.
Et si les racines représentent l'outillage de profondeur, quand je parle d'outillage de profondeur, je parle de tout l'appareil conceptuel de l'élève, je parle des outils d'analyse, je parle du développement d'esprit critique, je parle de l'argumentation, hein, c'est ce que j'appelle l'outillage de profondeur. Eh bien, hier, on arrivait à développer aussi bien l'outillage commun, l'outillage de surface, que l'outillage de profondeur. Aujourd'hui, l'outillage de surface s'est considérablement étendu. Vous savez que certains spécialistes estiment que la somme de connaissances disponibles sur la planète double tous les 7 ans. Ça veut dire qu'en 2003, il n'y a pas tellement longtemps, en 2003, on en savait 2 fois moins sur la planète, sur les astres, etc., qu'on en connaît aujourd'hui. Donc c'est une croissance exponentielle de la connaissance disponible. L'école essaye plus ou moins de gérer cette connaissance, mais du fait du gonflement des programmes, du fait aussi des pressions qui sont exercées sur les enseignants, qui doivent faire de plus en plus de choses avec de moins en moins de temps, les enseignants ont de moins en moins l'occasion de descendre dans les racines. Et donc ont de moins en moins l'occasion d'outiller l'élève en termes d'acquis de profondeur. C'est-à-dire que les enseignants, trop souvent, se contentent d'apporter auprès des élèves des connaissances, des savoir-faire, mais ne vont pas passer du temps à développer un appareil conceptuel élaboré, ne vont pas passer du temps à développer l'esprit critique chez les élèves, ne vont pas passer du temps à amener les élèves à argumenter une position. Et donc, cet outillage de profondeur est en souffrance. Et vous aurez compris que ça arrange bien le système de consommation, puisque plus les jeunes, moins les jeunes vont réfléchir, plus ils vont consommer. Plus ils vont réfléchir, moins ils vont consommer. Vous voyez qu'il n'y a pas loin de relier les deux idées. Je ne dis pas qu'il y a un complot mondial pour rendre les jeunes moins intelligents, je ne dirai pas ça, mais je dis en tout cas, ce sont des intérêts qui se rejoignent. Et je m'interroge sur ce phénomène. Il y a bien sûr des réponses que l'école a essayé de donner, notamment la réponse compétence transversale, ou plutôt capacité transversale, hein, puisque de plus en plus les chercheurs disent que les compétences transversales, que ce soit Bernard Rey ou Philippe Jonard ou d'autres encore, remettent en question le fait qu'il existe des compétences transversales. Cette réponse qui lui a été apportée dans les années 90 a tenté de répondre au manque de sens, à la complexité, mais a perdu le caractère concret. Et donc, ce qu'on a gagné d'un côté, on l'a perdu de l'autre. Ce qui fait que le défi aujourd'hui, relevé par la pédagogie de l'intégration, est de combiner le complexe, c'est-à-dire le sens, et le concret, c'est-à-dire l'évaluable. Pour moi, toute approche curriculaire, dorénavant, va être obligée de combiner le complexe et le concret. Et je ne me fais aucun doute, je n'ai aucun doute à ce sujet, la pédagogie de l'intégration ne sera pas la seule approche curriculaire à combiner le complexe et le concret. Mais la pédagogie de l'intégration a été la première à le faire de manière opérationnelle avec un dispositif qui pénètre à l'intérieur de la classe. Et c'est ce qui aujourd'hui fait la force de la pédagogie de l'intégration. Je me souviens qu'il y a 3-4 ans, j'avais été invité, j'étais à Madagascar, j'ai été invité par l'ambassadeur de France qui m'a demandé, qui m'a interrogé sur la pédagogie de l'intégration.
et qui m'a demandé, mais Monsieur Rouguirs, expliquez-moi, je me suis un petit peu renseigné, je vois que la pédagogie de l'intégration est bien implantée dans un certain nombre de pays, et même quand le gouvernement change, la pédagogie de l'intégration continue. Et donc, pour lui, c'est impensable, pour lui qui est habitué à dire il y a changement de gouvernement, donc on va exercer un lobby auprès des responsables du système éducatif pour changer l'approche, etc. Il est habitué à ce changement. Je lui ai dit, mais monsieur l'ambassadeur, c'est tout simple, c'est une approche qui pénètre dans chaque classe. Chaque enseignant adhère à la pédagogie de l'intégration. Les enseignants estiment que c'est une approche qui est intéressante pour eux, qui est à leur portée. Eh bien, une fois qu'elle est implantée sur le terrain, ce n'est pas un changement de ministre qui va changer quelque chose. Et donc, c'est un défi que la pédagogie de l'intégration est en train de relever. Et c'est ce qui fait l'intérêt que la pédagogie de l'intégration suscite un petit peu partout dans le monde. Oui. Alors, les caractéristiques de la pédagogie de l'intégration, très rapidement, en termes de valeurs, la volonté de rompre avec cette logique de la mondialisation qui voit avant tout l'école comme une passerelle au service du système économique et de la course au profit. Ça ne veut pas dire que je n'estime pas que l'école doit préparer à l'emploi. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Ce que je dis, c'est que le lien est beaucoup plus complexe que ça. Et qu'il ne faut pas seulement préparer les jeunes à occuper des emplois d'un type qu'on leur propose aujourd'hui, mais qu'il faut surtout préparer les jeunes à pouvoir créer des emplois alternatifs qui correspondent à des réalités locales et qui mettent en œuvre une certaine créativité et qui poussent les jeunes à innover. La pédagogie de l'intégration cherche au contraire à outiller chacun de manière concrète et réfléchie en vue d'apporter une contribution significative au bien commun et au bien-être commun, celui des générations actuelles et celui des générations futures. Parce que quand je vous parlais de ces terres, de ces millions, de ces milliards de tonnes de terre qui vont dans les fonds marins chaque année et qui sont irrémédiablement perdus, que vont nous dire nos enfants et nos petits-enfants? Où sont nos terres? Ils vont nous dire, mais où sont nos terres? Qu'est-ce que vous avez fait de nos terres? Vous avez été les mettre là au fond de l'océan? Et c'est ça gérer une planète en bon père de famille? C'est ça gérer des terres en bon père de famille? C'est d'aller les mettre au fond de l'océan? En termes de finalité, la pédagogie de l'intégration vise tout d'abord à mettre en adéquation la commande sociale et l'école. Elle vise également à améliorer l'efficacité du système éducatif et son équité. Je reviendrai sur le thème de l'équité, qui est un thème qui m'est très cher. Une des premières questions que j'ai posées à vos ministres lorsqu'ils m'ont demandé d'accompagner le redressement du système éducatif début 2008, une des premières questions que je leur ai demandé, est-ce que véritablement pour vous l'équité du système éducatif est un enjeu? Et ils m'ont dit, il n'y a pas de doute. J'ai déjà refusé de travailler dans certains contextes dans lesquels l'équité n'était pas une valeur qui était une valeur affirmée. Je leur ai dit, mais je vais vous tromper. Si vous mettez en œuvre la pédagogie de l'intégration, tout le monde va être gagnant, ça c'est très important. Vous savez que la pédagogie de l'intégration fait gagner à peu près 3 points sur 20 à des épreuves de type complexe, 3 ou 4 points sur 20. Mais là où les plus forts vont gagner 1,5 point, les plus faibles vont gagner 5 points ou 5,5 points. Donc tout le monde est gagnant, mais les plus faibles sont un peu plus gagnants que les plus forts. Vous voyez? Mais ça, c'est le fait de travailler sur des situations complexes. On pourrait dire, mais le fait de travailler sur des situations complexes, ça va handicaper les élèves plus forts. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, ça met davantage tous les élèves sur pied d'égalité. C'est difficile pour tout le monde. Mais comme c'est difficile pour tout le monde,
tout le monde gagne aussi en même temps. Et la pédagogie de l'intégration ne gomme pas du tout les élèves forts et les élèves plus faibles. Elle ne les gomme pas. Elle réduit simplement un petit peu les écarts. Mais c'est un effet qui a été mesuré dans plusieurs pays. Et elle fournit des pistes concrètes pour favoriser l'insertion de l'élève dans la société à travers la scolarité de base. Oui. En termes de contenu, la pédagogie de l'intégration reconnaît la nécessité de développer différents types de contenus. À côté des savoirs et des savoir-faire, elle considère comme important de développer des savoir-être, des life skills, des capacités transversales. Tout ça, ce sont des ressources que la pédagogie de l'intégration s'entend à reconnaître comme des ressources nécessaires, voire même indispensables. Elle considère que ces contenus ne sont pas une fin en soi, mais des ressources que l'élève sera invité à réinvestir dans des situations complexes. Je vais assez rapidement là-dessus, puisque je pense que pour vous, ce sont des choses maintenant que vous maîtrisez convenablement. En termes d'orientation pédagogique, elle affirme la nécessité de se préoccuper des processus pédagogiques. On n'est pas dans « c'est supposé connu ». Non, on est dans « si ce n'est pas connu, retroussons-nous les manches et allons-y pour que ce soit connu ». Elle se préoccupe des processus pédagogiques, des difficultés rencontrées par les élèves et pas seulement des résultats obtenus. Dans cette vision, elle ne rejette aucune méthode ou approche didactique, à condition que le souci principal soit de mettre l'élève au centre des apprentissages et que les méthodes choisies se révèlent efficaces. Vous savez que la pédagogie de l'intégration va encourager de développer des ressources à travers des méthodes actives, mais si un enseignant décide de développer des ressources à travers un exposé frontal, eh bien la pédagogie de l'intégration va dire « Ok, dans un premier temps, on travaille avec un exposé frontal, il n'y a pas de problème. Et puis il y aura les modules d'intégration. » Mais l'enseignant va être petit à petit invité à évoluer vers des méthodes pédagogiques plus actives. Oui. En termes de profil de sortie de l'élève, la pédagogie de l'intégration affirme l'importance de définir un profil en termes de famille de situation et donc de compétences disciplinaires ou interdisciplinaires à maîtriser par chaque élève au terme d'un cycle. Donc la pédagogie de l'intégration travaille sur la base d'un profil de sortie. Vous connaissez ça. Elle considère que cette vision du profil englobe et valorise les aspects du profil classique, c'est-à-dire les savoirs et les savoir-faire de base. Dans l'ouvrage que je suis en train de décrire maintenant, c'est un ouvrage qui va s'intituler « Curricula et apprentissage au primaire et au secondaire », j'ai même une section qui s'appelle « Il n'y a pas d'intégration sans ressources ». L'intégration n'a pas de sens s'il n'y a pas des ressources qui sont installées au départ.